T2M 2013. Voilà. Alors, donc peut-être très vite, je vais passer le micro aux gens de la tribune, simplement pour qu'ils disent en 3 secondes leur nom et le titre du livre qu'ils ont écrit chez Kawa. Merci Henri. Je disais honneur aux dames peut-être, non? Ouais. Bonjour à tous, donc mon livre c'est Les marketplaces, avenir du e-commerce et c'est Laura Cohen. Bonjour à tous, Pauline Warnier. J'ai écrit un livre avec Henri qui s'appelle Ils ont pensé le futur, donc 60 contributions des acteurs du marketing et du e-commerce. Bon, à ton voisin maintenant. Bonjour, je suis Philippe Collin. J'ai écrit un livre qui s'intitule La transformation numérique de l'entreprise, les 7 clés pour réussir le changement. Bonjour, Jean-Philippe Wozniak. Je suis l'auteur avec Thomas Bourguel du livre Comment réussir son site e-commerce. Alors, bonjour, je m'appelle Jean-Marc Vauguier. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle La fin de la consommation linéaire. Les consommateurs deviendraient-ils des zèbres? Donc, qui est complètement dédié aux nouveaux usages et business mobiles. Bonjour, je suis Bruno Teboul. Moi, je suis co-auteur d'un livre intitulé L'absolu marketing et je me suis intéressé en fait aux révolutions type Web 3.0, Big Data et au neuromarketing. Bonjour, je suis Emmanuel, intervenant surprise, Emmanuel Fraisse. Je suis auteur du livre Business is Digital qui est paru il y a quelques mois aux éditions Kawa. Et ça parle de digitalisation globale de la société. Bonjour, je m'appelle Hervé Cabla. Alors moi j'écris des demi-livres. J'ai un alter ego mais il n'est pas là à chaque fois. Donc le premier bouquin s'appelle Les médias sociaux expliqués à mon boss avec Yann Gourvenec. Ensuite il y a eu Médias sociaux et B2B avec François Laurent. Et à la rentrée en septembre, il y aura la communication digitale expliquée à mon boss. Donc c'est la saison 2, toujours avec Yann Gourvenec. Bonjour, Bertrand Jouvenot. Mon 4e livre vient de paraître aux éditions Kawa et il s'intitule Les dessous du web. Bonjour, Philippe Cahen, je suis Monsieur Signaux Faible et j'ai écrit 2 livres, l'un qui est le marketing de l'incertain et l'autre qui est 50 réponses aux questions que vous n'osez même pas poser. Bonjour, Florian Bessonnat, je suis co-auteur du livre Tout savoir sur le référencement. Bonjour, Brice Kentaler de Tilt Ideas. Pardon, j'ai la voix un peu cassée, ça va s'entendre. Mon 6e bouquin est paru aux éditions Kawa, il s'appelle Imagination, l'innovation à l'époque des réseaux sociaux. Comment faut-il faire pour gérer des marques sans que le consommateur complique trop la donne? Bon ben merci, donc maintenant on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Alors on va peut-être démarrer par le e-commerce et moi j'ai une question qui me titille depuis un certain temps pour le e-commerce, c'est la concurrence entre le commerce de détail et le e-commerce. Donc, il y a quelque temps, les commerçants avaient très peur que le e-commerce, qui montait en puissance, prenne leur part de marché. Bon, qu'en est-il aujourd'hui? Je pense qu'on arrive à un certain équilibre, mais j'aimerais bien que le premier d'entre vous qui lève le doigt réponde à cette angoisse d'équilibre entre le e-commerce et le commerce traditionnel. Qui veut répondre à cette question? Qui veut parler de cette question? Ah, Brice. Bon, rapidement, il se trouve qu'on conseille Leclerc. Comme vous le savez, Leclerc a été un des derniers acteurs de la distribution à se lancer sur Internet et également en drive. C'est une fausse question, si tu me permets, Henri. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le combat entre le commerce sur Terre et le commerce mobile ou sur Internet. C'est plus le sujet. Le sujet, c'est comment se différencier et surtout comment simplifier la vie d'un consommateur qui a de moins en moins de temps et de plaisir à faire ses courses. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on va demain, si on se projette dans le futur, aller en magasin pour acheter sur Internet ou faire l'inverse? C'est-à-dire aller sur Internet avant d'aller acheter en magasin, de façon à, encore une fois, retrouver du plaisir dans les achats. Alors, c'est ce qu'on appelle le showrooming ou le web rooming. D'ailleurs, pour finir, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Australie, il y a un magasin qui ose, parce qu'ils en ont un peu marre du showrooming. Donc le showrooming, c'est le consommateur équipé son téléphone portable qui compare les prix à l'intérieur d'un point de vente. Donc c'est extrêmement fatigant et stressant pour ce même lieu de vente.
Et donc en Australie, on a repéré un magasin qui fait payer l'entrée de son magasin pour compenser la perte éventuelle des ventes. C'est pas tout à fait ça. Excuse-moi, c'est pas tout à fait ça. Le magasin fait payer les clients qui sortent sans avoir acheté. C'est à la sortie que ça se passe. Et ce que l'histoire ne dit pas, mais il se trouve que j'ai parlé de cette opération sur mon Facebook et j'ai une amie, entre guillemets Facebook, qui habite en Australie et qui m'a donné le dessous des cartes. En réalité, qu'est-ce qui se passe dans ce magasin? C'est un magasin de bio qui donne des conseils pour l'alimentation, conseils gratuits, pour qu'ensuite les gens achètent les produits. Et donc les gens venaient écouter les conseils sans acheter les produits. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce système. Donc, enfin, la réalité est quand même un petit peu différente. Voilà. Alors, peut-être, je voudrais passer la parole à Philippe, qui depuis longtemps me parle de Carrefour, qui n'a pas vraiment pris le tournant du e-commerce, enfin, à l'époque où c'était possible. Tu peux nous en parler, Philippe? Voilà. Oui, là, c'est... Comment? Oui, Carrefour n'avait pas pris le tournant du e-commerce et maintenant il est en train de le faire. En fait, Internet n'est qu'un des outils. Comme le prospectus a été un outil, comme le packaging est un outil, c'est un outil. Et Internet est une aide à la vente. Mais plutôt que de parler de showrooming, parce que moi les mots anglais, j'en ai un petit peu, voilà. Un petit peu quoi? On aura la casquette. Parce qu'on a des mots en français qui veulent bien dire les choses. Il faut simplement se dire qu'on a jusqu'à présent parlé de points de vente. Et aujourd'hui, il faut parler de points d'achat. Alors simplement en changeant ce mot, on se rend compte que c'est le consommateur qui est maître du lieu d'achat et non pas le distributeur. D'ailleurs, le mot distributeur est un affreux mot, hein, c'est un commerçant. Ce n'est pas le commerçant qui est maître du lieu d'achat, c'est le consommateur qui choisit le lieu d'achat. Et ce que tu disais, Brice, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, de chez lui, choisit où il va acheter. Et ce qui est dommage, c'est que jusqu'à présent, les études ne portent pas sur le consommateur chez lui, où décide-t-il d'acheter. Et c'est ça qu'il faut éclairer dans le commerce de demain. Est-ce que Bruno, tu es d'accord sur le consommateur qui n'est pas étudié chez lui? Alors peut-être expliquer que j'ai passé quelques années chez Carrefour et que j'ai vu d'abord, Henri, la transformation de la stratégie digitale de Carrefour qui a fait pas mal d'allers-retours, c'est vrai. On a souvent coutume de dire que le retail français est très en retard, mais je me rends compte que finalement on a quand même fait des progrès en France considérables et on a été assez innovant, notamment avec le modèle de Drive. Donc je rejoins Philippe sur ce point, effectivement. Ce qui a évolué, c'est à la fois aujourd'hui la position que la marque finalement a vis-à-vis du consommateur. Les relations sont un peu inversées, peu importe qu'on parle de web ou de marketing 2, 3.0, en tout cas 2.0. Les relations se sont effectivement inversées. Désormais, c'est le consommateur qui dicte un petit peu sa loi plus que jamais. On sait qu'il est capable de décider d'acheter ou au contraire de ne pas décider d'acheter, comme bon lui semble, de quitter une marque, d'être effectivement totalement imprévisible en matière de consommation. Oui, aujourd'hui, on observe les gens chez eux. On observe les gens à distance, sous différents médias, et je pense que la distribution n'est pas restée complètement en marge de cette transformation. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, les consommateurs aujourd'hui ont l'embarras du choix en matière à la fois de produits, d'enseignes, de points d'achat ou de points de contact, quels qu'ils soient. Ils sont saturés d'offres, ils sont saturés de promotions, ils sont victimes, moi je pense avant tout d'un déluge. Le premier d'abord informationnel, mais d'un déluge publicitaire tel qu'aujourd'hui ils ne savent pas très bien finalement à quel sein se vouer. Et en effet, le retail a eu beaucoup de mal et a toujours du mal à comprendre que on ne doit plus raisonner dans une logique du marketing de l'offre, mais d'abord du marketing de la demande. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter aux besoins du consommateur, raisonner customer, peu importe l'anglicisme, centrique, avant de raisonner distribution, consommation, production de produits, et d'essayer par tous les moyens de convaincre un consommateur d'acheter un produit dont il n'a ni besoin ni envie. Donc je pense que cette grande révolution qu'a accompli le retail, c'est déjà une mutation de la relation au client qu'ils ont eu du mal à accepter et à comprendre. Avant de parler même d'autre chose, je pense que c'est ça le point central, Henri, c'est cette mutation de la relation client et ce passage d'un marketing industriel que je critique beaucoup, hérité de Kotler, etc., à un marketing relationnel.
Ça, c'est la plus grande révolution pour moi et qui est encore en marche, en route et qui n'est pas accomplie. Alors, un des points fondamentaux du commerce, qu'il soit traditionnel ou e-commerce, c'est de créer du trafic sur le point d'achat. Appelons-le point d'achat maintenant, je trouve que la définition est très bonne. Donc, auparavant, le commerce traditionnel créait du trafic par la pub, par des mailings en boîte aux lettres pour promouvoir des promos. Et en e-commerce, en fait, on arrive maintenant à des techniques extrêmement raffinées de référencement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, effectivement, le référencement, ça reste, et Google reste le point d'entrée du net. Et bien entendu, pour capter du trafic aujourd'hui, on a le gros levier du référencement qui n'est pas forcément actionné par les entreprises. Il y a une culture du référencement qui existe plus ou moins bien. Il y a une acquisition de trafic qui se fait souvent via le SIA, donc plutôt le SIA pour être plus précis, sur l'achat de trafic, alors que le référencement naturel, organique, autour de Google, lui est plutôt délaissé. Donc, est plutôt délaissé. Oui. Il y a une incompréhension. Alors c'est vrai qu'il y a une gymnastique qui est pas tout à fait, on va dire, simple à suivre parce que les règles de Google évoluent dans le bon sens. Tous les 6 mois, l'algorithme, paraît-il, est changé tous les 6 mois. Tous les 6 mois, là, maintenant, ça s'est vraiment réduit. On a des mises à jour majeures de Google tous les mois ou tous les 2 mois à peu près, qui sont à chaque fois des sanctions, des filtres pour éliminer les mauvaises pratiques. Tu veux dire qu'il y a des e-commerçants qui tirent parti des failles du système de Google? Ah oui. Il y en aura toujours. Il y a des enjeux financiers qui sont assez énormes, tout simplement parce que le coût par clic, l'achat de trafic, les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. Donc forcément, il y a une attirance. D'ailleurs, nous, on constate un décalage des budgets SIA, donc l'achat de trafic, vers le référencement pour assurer un socle de positionnement pour éviter d'acheter trop de mots-clés trop chers. Donc là, il y a une véritable mutation qui est en place, mais il y a de la triche. Par contre, c'est de plus en plus difficile de tromper Google. Il y a des filtres qui sont mis en place de plus en plus intelligents. Dans le bouquin, là, justement, dans ce bouquin, tu me disais tout à l'heure qu'un certain nombre de règles de l'algorithme Google sont, entre guillemets, dévoilées. Donc, on peut le dire, ou pas tout à fait comme ça? Oui, en fait, il y a une philosophie. La notion de référencement, elle se veut pérenne. C'est-à-dire que dans le passé, ce qu'on faisait, on faisait des coups. On essayait de positionner un site sur des expressions. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit que les coups ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus créer du texte masqué, on ne peut plus créer des pages vides. Il y a une vraie logique de qualité que recherche Google. Et Google a, c'est ce que le bouquin explique, Google a énormément d'antennes aujourd'hui pour qualifier le trafic et pour renvoyer les bonnes pages sur les bonnes recherches. Donc, dans le livre, on explique, parce que ayant travaillé pour Yahoo France et pour Yahoo Europe sur des algorithmes de modération, de lutte contre le spam indexing. Contre le spam indexing, donc la triche. En fait, je tenais à donner une vision sur le long terme de ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain, ce qui freinera le référencement. Donc le bouquin donne une philosophie, une vision sur le long terme de ce que doit être le référencement, comment l'approcher, quelles sont les erreurs à éviter, comment ne pas perdre son référencement quand on fait une migration de site, ce qui est une opération très sensible, et ensuite comment suivre son référencement sur le long terme. Ce n'est pas un bouquin technique, c'est plus un bouquin, une méthodo
mais avec une vision sur le long terme, qualitative. D'accord. Alors, j'imagine qu'il y a à peu près 100 000 sites de e-commerce en France, hein, c'est ça? Oui, il doit y en à avoir peu près peut-être ça. un peu plus, ouais. Un peu plus. Bon, ça veut dire que ce livre devrait être vendu à 100 000 exemplaires, parce que j'imagine mal maintenant que ce livre dévoilant un peu la philosophie de Google, tous les gens du e-commerce ne le lisent pas. Ça va devenir obligatoire? Oui, il faut le voir comme ça, effectivement. Non, mais au sein de l'agence Hyperf Consulting, donc je suis cofondateur de cette agence. On travaille avec le plus gros e-commerçant français qui est Cdiscount. Donc on applique les bonnes méthodes. Dans le bouquin, il y a une courbe de visibilité. Donc on montre des outils. On montre clairement qu'on peut réussir son référencement en ayant des pratiques saines et en étant juste méthodique dans ses approches et surtout en ne trichant pas. C'est le gros message. Ah oui. Bon, bah, très bien. Est-ce que je voyais Brice qui opinait du chef en t'écoutant? Tu es d'accord, Brice? Oui, ça dépasse largement mes capacités techniques, hein. Mais je suis assez d'accord. Dans ce que je voulais ajouter, qu'il n'y a pas forcément un lien direct avec ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quand même une tendance de fond qui touche tout le monde, ainsi que l'assistance, c'est la défiance généralisée à haute dose qui est en train de se déployer dans tous les marchés, dans tous les systèmes relationnels. Donc la triche que tu viens d'évoquer, le manque de respect à l'égard des marques, ce que j'appelle le judo dans le jeu entre un consommateur et une marque, ça va devenir un sport extraordinairement fatigant. Il va falloir être réactif et souple. Voilà. Ben, on est tous hyper connectés. Et donc la question que je voudrais poser par exemple à Hervé, est-ce qu'on ne va pas assister dans les mois ou années qui viennent à un retour du balancier? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne risque pas de passer de l'hyperconnexion à pas de connexion du tout? Parce qu'il y en aura ras la casquette. À moins que la Corée du Nord n'envisage d'envahir la moitié ouest de l'Europe, je ne pense pas qu'on va se déconnecter comme ça du jour au lendemain. Oui. Le fait d'être connecté, pour moi, ça s'apparente au fait de disposer de l'électricité, de la transformation qu'on a eue entre le 19e et le 20e siècle, ou le fait de disposer du téléphone ou de la télévision. Ça fait partie, à la limite, des droits que toute société peut revendiquer à l'égard d'un gouvernement. Le fait que la chaîne de télé publique, par exemple, soit fermée en Grèce depuis hier, je pense que ça va susciter quelques manifestations. Imaginez qu'en sortant du salon, là, on vous annonce, il n'y a plus de réseau. On ne vous donne pas la date d'ouverture. Je crois qu'il n'y en a déjà pas dans le salon du réseau. Enfin, il marche très mal. Ça dépend pour qui. Ah bon? Je te presserai de mon téléphone. Non, on est là pour être connecté. Et donc, il faut anticiper le fait que les clients sont connectés en permanence. C'est vrai, on l'a évoqué tout à l'heure. Moi, quand je vais dans un magasin, je compare les prix en permanence avec mon smartphone. Et je n'achète pas le produit immédiatement, sauf si j'en ai vraiment un besoin utile, pressant. Et je me dis que finalement, la différence de 15 €, elle vaut peut-être le temps que je vais passer sur le site de e-commerce ou à la maison à passer à compte d'ailleurs. On est toujours sur cette dimension de comparaison, d'étalonnage, d'avis auprès de ses amis. Et la connexion permanente qu'on vit intrinsèquement contribue à cela. Il ne faut pas se leurrer. Il faut vivre avec le fait qu'on est connecté. Qui parmi vous ne consulte pas ses mails ou les messages sur les réseaux sociaux le matin? Il y a de moins en moins. Hein. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que donc, la télé grecque vient de s'arrêter hier soir et c'était annoncé, chronique d'une mort annoncée il y a peut-être 2-3 mois, qui était celle de Virgin. Donc moi, la question que je voudrais poser peut-être à Pauline, on a parlé de Virgin. Est-ce que Fnac, par exemple, va suivre le même sort que Virgin? Alors Fnac, il y a déjà plusieurs signes qui ne sont pas forcément très positifs, comme les rachats successifs. Donc c'est déjà pas un signe de bonne santé. Ensuite, en tant qu'utilisateur et pour avoir un petit peu étudié un certain nombre de sites e-commerce, je ne sais pas si vous êtes familier du site de la Fnac, mais c'est quand même extrêmement compliqué de trouver intuitivement un produit que vous cherchez. Donc il y a un vrai problème de fond, avant même tous les modèles économiques ou quoi que ce soit, qui est juste l'accessibilité au site, l'accessibilité au service et la performance tout simplement du site. Donc on revient à un problème extrêmement basique et extrêmement standard,
j'ai un besoin et il n'y a pas moyen que ce besoin se règle en quelques clics. Donc je crois qu'avant même de se dire le numérique a introduit de nouveaux usages et de nouveaux modes de consommation des biens culturels, il y a déjà juste un problème sur la fonctionnalité et l'utilité de ce site, qui est quand même pas très bon. Je crois que Philippe a une réponse à donner. Oui, je disais tout à l'heure que le e-commerce, c'est comme le prospectus. Et on vient avec son prospectus dans les magasins. Ce que je trouve absolument anormal, c'est que lorsque je vais à la FNAC, dans un magasin qui soit à la gare de l'Est ou rue de Rennes, où il y a 5000 livres ou 40 000 livres, je n'ai pas Internet sur place pour acheter sur le site de la FNAC. C'est vraiment c'est inimaginable qu'une enseigne telle que celle-là, qui a été précurseur dans plein de domaines, n'ait pas mis depuis 13 ans, si ce n'est pas 15 ans, un terminal d'ordinateur accessible au public. J'ai vu récemment le vendeur taper devant un client la commande du produit. C'est pas normal. Internet est une évidence et doit se faire à l'intérieur de chaque magasin. Internet offre la possibilité de n'importe quel commerçant d'avoir plusieurs dizaines de milliers de références disponibles, apparemment, alors que dans son point d'achat, ou point de vente, puisque là on sera dans le point de vente physique en l'occurrence, il n'aura que quelques centaines ou petits milliers. Donc effectivement, le fonctionnement du e-commerce doit se faire dans le commerce aussi. Je voudrais revenir sur le référencement et sur la philosophie de Google. Est-ce que dans les dessous du web, tu as évoqué en fait la puissance de Google en la matière, Bertrand? Alors oui, effectivement, c'est un sujet que j'ai abordé. Alors, on peut relativiser parce qu'on parle beaucoup de Google, effectivement, aux États-Unis, en Europe. Il faut avoir en tête que Google n'est pas aussi puissant dans tous les pays européens qu'en France. Par ailleurs, le e-commerce qui se développe, il se développe aujourd'hui mondialement et dans d'autres pays émergents importants comme la Chine, Google est loin d'être aussi puissant qu'il ne l'est ici. Ça, c'est la première chose. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que c'est vrai que si on regarde la structure du budget marketing aujourd'hui de la plupart des clients que moi je peux avoir, de la plupart des marques, grosso modo, le budget marketing, historiquement, c'est entre 2 et 4% du chiffre d'affaires de la société. La part du digital dans le budget marketing global tend à considérablement augmenter. C'est typiquement ce qu'est en train de faire un L'Oréal aujourd'hui. Et la part d'achat de mots-clés est devenue très importante, voire trop importante. C'est 40, voire 60% dans certains cas du budget digital des entreprises. Et pour tout un tas de raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire que les marques se rendent tributaires d'un acteur surpuissant qui s'appelle Google et qui a conçu un business pour faire gagner de l'argent à Google, pas aux marques. Google n'a pas été conçu pour faire gagner de l'argent aux marques. Google a été conçu pour faire gagner de l'argent à Google. Avec une logique très simple, c'est l'achat de mots-clés aux enchères. Qui dit vente aux enchères dit des mots-clés qui sont forcément trop chers, dit forcément des gagnants qui seront ceux qui ont le plus d'argent. Et grosso modo, Google aujourd'hui fait 99% de son chiffre d'affaires avec 1% de ses clients. Et toutes les petites marques... 99% avec, pardon? Avec 1% de ses clients. Ah oui. Finalement, on n'est même plus dans le 20-80. C'est plus Pareto. C'est plus Pareto, non, il est carrément dépassé là. Et donc toutes les petites marques qui voyaient Google comme une opportunité de travailler une niche ou de travailler au niveau local, elles ont été très malines pendant très longtemps en utilisant des règles dites pas propres qui ont marché un temps. L'algorithme de Google étant de plus en plus puissant, on rentre dans une logique hyper exclusive qui, à mon avis, va être pénalisante pour le consommateur. Moi, consommateur, ça ne m'intéresse pas de voir que les produits de L'Oréal et d'Unilever, je les connais déjà. Ce qui m'intéresse, c'est les petits produits, les petites innovations que je ne connais pas encore et que Google pourrait me révéler. D'accord. Est-ce que maintenant, je voudrais passer la parole à Laura, qui vient de sortir un bouquin il est tout frais puisqu'il date d'aujourd'hui, donc sur les marketplaces. Est-ce que les marketplaces vont ou risquent de changer un peu la physionomie du e-commerce? Oui, donc je rappelle rapidement les marketplaces. Donc c'est tous les sites eBay, Amazon, Price Minister qui vont donc accueillir des vendeurs sur leur plateforme, que ce soit des particuliers, des professionnels ou des grandes marques. Donc pourquoi ça serait l'avenir du e-commerce? Puisque certains y voient même une évolution inéluctable tellement ça exploite au mieux les avantages d'Internet. Donc déjà tout le top des audiences du e-commerce en France, c'est que des marketplaces. C'est vraiment devenu un canal de vente incontournable et indispensable. Et donc, ce qu'on peut dire déjà pour les acteurs, tous les avantages que ça apporte. Donc l'opérateur, il va vraiment avoir une offre élargie puisqu'il accueille des vendeurs, ce qui va lui permettre d'avoir de la rentabilité.
Pour les vendeurs, c'est aussi un moyen d'avoir un trafic et une visibilité immense, en plus du chiffre d'affaires que ça apporte. Et pour les consommateurs, donc ça va leur donner un choix immense, des prix bas, puisque c'est compétitif, et des prix bas et donc une garantie du site. Donc on peut vraiment dire que c'est l'avenir du e-commerce et qu'à terme, tous les sites vont devenir des places de marché, puisque c'est vraiment un moyen d'avoir une rentabilité. Donc dans mon livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abordé plusieurs points pour guider les personnes sur les places de marché comme un mode d'emploi. Donc vous pouvez dans un premier temps comprendre les marketplaces, leur fonctionnement, comment ça marche, le business model, etc. Ensuite, vous avez toute une partie pour comprendre le secteur des places de marché, avec des fiches signalétiques sur les marketplaces, des interviews de professionnels, toutes les pratiques qui se font. Et enfin, donc, vous avez une partie pratique, avec des interviews de vendeurs, comment choisir les marketplaces, sur lesquels vendre, comment faire, tout ce qui est conseils, bonnes pratiques. Donc c'est vraiment un guide pour vous aider à maximiser vos ventes et donc à augmenter vos performances sur les marketplaces. Est-ce que ton voisin Philippe, donc, qui lui a coécrit un livre donc, sur la manière de créer son site de e-commerce, est-ce que d'abord les marketplaces sont un concurrent direct de la création de sites? Et deuxièmement, comment introduire dans la création des sites justement toute la technique de référencement dont on parlait? Alors au niveau des marketplaces et de la création de sites, les marketplaces ne sont pas des concurrents en fait. Les marketplaces sont des concurrents de Google. Et là, c'est une opportunité pour vous, e-commerçants, de vous positionner, d'acheter du trafic à moindre prix par rapport à du trafic payant chez Google. Ça fait partie de votre visibilité. Vous pouvez aussi avoir une visibilité de boutique en ligne, de produits exportés. Donc c'est une boutique complémentaire. À vous de choisir ce que vous allez mettre en fait sur Amazon, eBay ou Price Minister. Vous pourriez être présent sur La Redoute. La Redoute est une marketplace dans le textile. Donc ça, c'est bien complémentaire par rapport à une stratégie de création de site. Et ce qui est très important dans la création du site internet, c'est en amont. Donc là, je rebondis sur le référencement naturel. C'est de bien concevoir à la base la réflexion de stratégie de mots-clés. Quel type de mots-clés je vais utiliser par rapport à mon activité traditionnelle, sur lesquels je suis le plus pertinent. Mais quand on parle de pertinence, qu'on doit retrouver sur la première page du site. Alors sur la première page, les catégories, les sous-catégories, les fiches produits, mais ce qui sera très important, c'est d'être cohérent par rapport à ce que l'on vend en fait, des services, des produits. Mais qu'est-ce que je vends et qu'est-ce qui fait ma différence? Donc, on va rebondir aussi sur la qualité, l'ergonomie qui avait été évoquée, où là il faudra que tout soit logique en termes de qualité d'expérience utilisateur, très clairement. Il faut que le site internet soit cohérent, qu'on vous retrouve facilement, avoir une stratégie cohérente d'acquisition, de coût d'acquisition, pour se dire ok, je peux vendre mes produits, cosmétiques, textiles, voitures, peu importe, mais je peux vendre. Le tout, c'est d'y trouver son compte en tant que client en fait. Ok, alors on parle beaucoup en ce moment de la propriété des données personnelles, hein. L'Union européenne est en train de s'en préoccuper. Est-ce que Emmanuel, donc notre invité de dernière minute, tu peux nous dire un peu comment tu vois cette évolution du business par rapport à la propriété des données, justement? Ce qui est assez fascinant. Allô, oui. Ce qui est assez fascinant de voir, c'est que le digital a paradoxalement remis l'humain au cœur de tout. Le Web 2, c'est du web social, c'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes pas simplement un parmi la toile, mais vous tissez votre propre toile. Ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. L'homme a été remis au centre de sa propre toile. Et vous vous baladez de site en site maintenant avec ce qu'on appelle un graphe social, c'est-à-dire l'ensemble de vos relations avec des personnes ou ce que vous avez pu faire sur le web. Puisque les données sont connectées de plus en plus parce qu'on appelle par des techniques sémantiques. Donc, vous n'êtes pas simplement anonyme, vous êtes l'individu avec votre graphe social sur les sites. Ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'il y a une demande pour la vie privée. Et en même temps, vous allez devenir acteur de la gestion de vos données. C'est-à-dire que vous pourrez tout à fait dire à tel site, je veux qu'il puisse accéder à ces informations, tel autre site puisse accéder à un autre type d'informations. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une fusion entre l'IRL et l'URL. Donc l'IRL, c'est in real life, c'est la vraie vie, et l'URL, c'est ce qui est sur le web, c'est l'hypertexte. Donc vos données, vous les aurez dans une boîte noire. Après, vous pourrez dire, potentiellement dans 5-10 ans, je veux que telle société puisse y accéder ou pas.
Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en termes d'entreprise, celles qui ont le plus d'informations sur vous sont ce qu'on peut appeler ceux qui sont en train de faire le Yalta du net. C'est-à-dire que vous avez 5 sociétés dans le monde qui ont beaucoup de données vous concernant. C'est Google, c'est Amazon, c'est Microsoft, c'est Facebook et Apple. Et toutes ces sociétés vont de plus en plus évoluer vers ce qu'on appelle le transactionnel. Potentiellement, vous allez avoir Amazon ou Apple ou Google, probablement. Ces entreprises peuvent devenir des banques. Et ces banques auront vos données. Actuellement, les banques ont vos données, mais elles ne savent pas les utiliser. Vous en avez d'autres qui ont de plus en plus de données vous concernant et qui savent, elles, les utiliser, mais qui n'ont pas forcément le droit. Donc ça sera à vous de voir quelles sont les données que vous voulez partager avec l'entreprise. La question maintenant n'est plus de savoir si vos données sont protégées, mais en qui vous avez confiance. Parce que de toute façon, dès que vous êtes sur le web, vos informations sont disponibles. Si vous voulez que des gens ne savent pas ce que vous faites sur le web, il ne faut pas les partager. Il faut être simple. Et encore, il ne faut pas les partager et espérer que d'autres ne le fassent pas à votre place. Ok, merci. Alors, il y a une question de la salle que je vais relire, qui est... on parle de digitalisation des organisations. Quels sont les facteurs clés de succès pour une entreprise dite traditionnelle pour l'opposer au modèle de digital native startup? Alors, Philippe, est-ce que tu peux répondre à cette question? Bien volontiers. Alors, on parle effectivement de digitalisation des organisations. Moi, personnellement, je n'aime pas ce terme parce qu'il induit un peu en erreur, c'est-à-dire que certaines entreprises ont gardé d'une entreprise numérique l'idée d'une entreprise qui s'amuse à digitaliser des documents, à les scanner et à la mettre dans une JED ou à faire de l'échange de données informatisées. Je pense qu'on est dans un concept beaucoup plus large. Alors, quant à la question des facteurs clés de succès, je vais démarrer par ce qui est le plus compliqué et ce qui est vraiment la face immergée de l'iceberg. C'est que la transformation numérique de l'entreprise, elle repose d'abord sur une transformation interne. C'est-à-dire que clairement, si on prend par exemple... C'est dans la tête du PDG, non? Tu as tout à fait raison, c'est d'ailleurs un peu... tu dévoiles la fin de mon livre, là, mon cher Henri. Si on veut effectivement que l'entreprise se transforme, on voit que cette transformation repose sur 7 piliers. Je ne vais pas vous décrire les 7, je vous invite à aller sur le stand Kawa pour acheter le livre. Sérieusement, je prends par exemple le pilier du CRM. Si on veut que son CRM devienne un CRM plus social, comme on dit aujourd'hui, eh bien, il faut changer les indicateurs du plateau d'appel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas viser la rapidité de la clôture du ticket d'incident, mais plutôt la qualité de la réponse apportée. Si on prend par exemple l'axe collaboratif aussi avec des outils comme un intranet qui devient plus social, plus collaboratif, il faut effectivement, tu l'as bien dit, que la direction générale montre l'exemple. Voilà, donc il y a une valeur d'exemple qui est importante, il y a un changement d'indicateur. Et il y a aussi, je voulais rebondir sur ce que disaient certains de mes collègues, au niveau par exemple, on a pris des exemples dans la grande distribution, il ne faut pas que la transformation numérique s'opère en silo. On voit vraisemblablement dans ce que disait Philippe Cahen que cette transformation s'est faite sur certains axes et on n'a pas dans l'expérience client une certaine fluidité, ce qu'on appelait dans les télécoms dans le temps du seamless, c'est-à-dire du sans couture. Et je pense que là, il y a certainement des progrès à apporter. Ok, alors on va peut-être changer tout à fait de climat et je voudrais interroger Jean-Marc qui est ici, qui se ronge les ongles un peu avant qu'il intervienne. Dans ton livre qui s'appelle « La fin de la consommation linéaire », tu nous dis de manière très péremptoire que les clients sont devenus des zèbres. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que tu entends par ce changement quasiment darwinien du client? Alors, je ne sais pas si j'ai le bon micro là, si c'est oui. Bon. Donc oui, c'est darwinien d'abord, juste analogie avec les zèbres, c'est que c'est des animaux qui sont réputés relativement indomptables. C'est des animaux qui vivent plutôt dans des grands espaces de liberté, qui entendent bien, qui voient loin. Et en fait, qui ne se reproduisent pas en captivité. J'ai appris ça hier. Oui, on me l'a dit aussi hier. Ah je ne sais pas si c'est venu ouais, par c'est la même émission. Voilà. Mais j'ai surtout fait une analogie avec les consommateurs équipés de technologies mobiles. Alors s'il y a un intrus, il paraît qu'il y a un jeu qui s'appelle Chercher l'intrus. Dans le salon, je suis peut-être l'intrus parce que moi, je viens du monde des technologies. J'ai eu la chance pendant 2 ans de diriger un pôle de compétitivité mondiale. Et je me suis rendu compte à quel point le monde des technologies, entre autres mobiles, était en train d'évoluer en ce moment. Et qu'il fallait probablement, alors qu'on n'a pas encore fini la transition vers le web de tous les modèles économiques,
qu'on est déjà parti dans un tsunami technologique absolument incroyable qui va profondément transformer les comportements de consommation. La question n'est pas de savoir si on va se connecter, rester connecté ou pas. Le problème, c'est qu'on l'est, qu'on va de plus en plus l'être, que la masse de données est de plus en plus importante, qu'avec un mobile, un objet connecté, une voiture, on va pouvoir changer complètement notre façon de consommer, quoi. Et n'en déplaise à un certain nombre de gens du marketing, je pense que les méthodes actuelles du marketing ne sont pas du tout adaptées à ce qui est en train de se tramer, quoi. Et ce qui frappe quand même dans toutes les références qu'on a prises, moi, il n'y en a pas un qui vient du monde du marketing, hein. Je vais finalement me faire tirer dessus dans ce salon, mais ils viennent tous du monde de la technologie. Enfin, je veux dire, le marketing est arrivé après pour eux. Je veux dire, les gens de Google, ils ont eu une vision, mais qui était une vision à partir de qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces technologies, comment on va capter toutes ces données. Après, comment on va les faire, comment on va les monétiser, la question est venue quelques années après. Je veux dire, Apple, à ma connaissance, ne vient pas non plus du monde du marketing, il vient du monde de la technologie. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, tout à fait. Alors, Hervé, je ne pense pas tout à fait d'accord ou... Non, je suis à la fois d'accord, mais il y a un petit truc qui me titille. Voilà. C'est qu'on est tous en train d'opposer l'ancienne économie avec la nouvelle économie, le web, le digital, etc. Alors, je vais prendre un exemple qui me laisse mal à l'aise parce qu'il y a une boîte extraordinaire qui s'appelle TomTom qui fait des produits de navigation GPS, qui a explosé il y a quelques années. C'est de la technologie. On est d'accord. C'est des ingénieurs. C'est pas du brick and mortar. Alors, effectivement, on pouvait racheter le petit navigateur GPS à la Fnac, mais en gros, on achète de la technologie comme lorsqu'on achète un logiciel pour l'installer sur son PC. Et puis une boîte comme TomTom est en train de disparaître petit à petit. Et pourquoi ils disparaissent petit à petit? Je pense qu'ils n'ont pas compris ce que signifiait cette connexion permanente qu'on a évoquée tout à l'heure, le web. Quand le web est apparu, ou il est apparu avant TomTom, mais quand il s'est vraiment démocratisé avec la DSL, etc., TomTom a proposé des solutions avec son site web. Et qu'est-ce qu'il proposait comme solution? Télécharger les mises à jour de la carte par le web. Wow! Génial! Extraordinaire! Ça marchait une fois sur deux. Et puis en général, on ne trouvait pas tout à fait la carte du pays où on voulait aller. Et puis il y a une petite boîte qui a percé il y a 4 ans. Une boîte avec un nom à la con, Waze. Ok? W-A-Z-E. W-A-Z-E. Ils ont changé complètement de paradigme. Ils se sont dit finalement, Internet, la mobilité, les smartphones, c'est pas pour télécharger les cartes sur mon smartphone et sur mon mobile, c'est pour changer la manière d'utiliser un navigateur GPS. Résultat de l'opération, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez acheté un TomTom dans les 3 dernières années. Est-ce que vous utilisez Waze? Moi, je vous conseille de l'utiliser. C'est gratuit. Ah ouais, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, il y a bien un business model derrière. Bon, le business model de Waze en tant qu'entreprise, ça a été de se revendre. Ils se sont revendus hier 1,3 milliard, je crois, à Google. 1,3 milliard 1,3 milliard de dollars. Le vrai business model, c'est quoi? C'est ce que disait Emmanuel, la data, toutes les traces qu'on donne. Waze, ils savent que mon trajet quotidien, c'est d'aller de telle rue de Boulogne à telle rue de Paris en passant par telle rue de Saint-Cloud. Ils ont quelques informations sur là où j'habite, sur mon contexte socio-économique, là où je passe mes vacances, quelles sont mes habitudes de trajet. Et depuis quelques temps, j'ai vu apparaître des pubs contextuelles sur Waze. Ben oui, ils savent très bien que l'écran de mon GPS, ce qui m'intéresse, c'est peut-être la route. Est-ce que je dois tourner à droite ou à gauche? Mais il y a des zones qui sont complètement inutiles où ils peuvent placer des encarts publicitaires. Et donc finalement, ils repensent complètement le business model de navigation GPS. Je pense que l'important, ce n'est pas d'opposer les anciens modèles à de nouveaux modèles. C'est que même sur les nouveaux modèles, il faut complètement repenser en permanence, se dire, est-ce qu'il n'y a pas un challenger qui va retriturer le truc qui marche bien actuellement pour moi et qui va venir me bouffer dans 2 ans? Je voudrais revenir un peu sur la Fnac et sur le modèle Amazon, puisque Fnac, quelque part, a copié avec c'est mon avis, quelques années de retard Amazon, et peut-être n'a pas bien compris tout ce qui se passait sur Amazon. Alors, il se trouve que je suis en train d'écrire un bouquin et j'ai retrouvé un vieux livre dans ma bibliothèque d'un certain Robert Cialdini qui a parlé de l'influence, en fait, de la manipulation du client. Et c'est ce que j'appellerais la manipulation douce. Et il a mis en avant 6 principes très simples. Et d'un seul coup, j'ai eu un éclair de vision. C'est exactement ce que fait Amazon sur son site.
Alors ces principes, je les ai notés, enfin j'en ai noté quelques-uns. C'est le principe de réciprocité, le principe d'autorité, le principe du miroir social, le principe de rareté. Allez voir sur Amazon, c'est exactement l'application de Cialdini. Donc en fait, les sociétés très technologiques, à un moment donné, font appel au marketing et même au psycho-marketing. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Alors, peut-être sur l'exemple de la FNAC, peut-être nuancer un petit peu et revenir sur Virgin, parce que bon, on est en train de... Et sur Amazon aussi. Oui, sur Amazon si tu le veux, mais je pense que Virgin a effectivement, bon, on connaît tous malheureusement le résultat, mais je ne crois pas que ce soit lié directement à la concurrence du commerce électronique. Je pense qu'effectivement, je rejoins mes collègues qui parlent de transformation. Je pense qu'en interne, l'entreprise avait déjà des difficultés d'ordre financier, d'ordre organisationnel, qui ont vraiment pesé, comme d'autres sociétés du commerce traditionnel. Et je pense que la seule explication de la concurrence, entre guillemets, qu'elle soit loyale ou déloyale d'un pur player comme Amazon, ne suffit pas à expliquer malheureusement la faillite de Virgin. Donc je ne voudrais pas qu'on pense et qu'on aille un peu vite en besogne que le commerce électronique va être véritablement meurtrier pour les acteurs, on va dire, retailers classiques. Je pense qu'au contraire, il faut être capable, et je pense que Hervé l'a bien compris, de pouvoir détecter dans ses forces, dans l'entreprise qui constitue entre guillemets les forces dont elle détient à mon avis les seuls secrets, que ce soit la FNAC ou d'autres, comment elle peut demain effectivement finalement affronter un concurrent qui a priori paraît déloyal sur le plan fiscal. On ne va pas rentrer dans le détail, mais à part ça, aujourd'hui la FNAC a des forces vraiment, et moi je le pense très sincèrement, uniques, qui font de la FNAC ce qu'elle est, qui est quand même un fleuron aujourd'hui, malgré tout, la distribution française, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie e-commerce. On ne va pas enterrer la FNAC aujourd'hui, et je ne l'espère pas, encore moins Darty. Donc n'allons pas vite en besogne. La FNAC a une initiative assez intéressante avec Kobo, justement pour lutter contre la partie Kindle. Ils ont pris le virage dès 2000, enfin dès 99 sur la partie commerce électronique. Moi, je fournis vraiment de grands espoirs pour que FNAC, en tout cas sur les modèles spécialisés de distribution, FNAC et Darty, évidemment, continuent à exister face aux géants qui est Amazon pour autant. Je voulais juste quand même clarifier ce point. Ce n'est pas la concurrence du commerce électronique, ce n'est pas iTunes qui tue le commerce traditionnel. Ce qui tue le commerce traditionnel, c'est le manque d'adaptation et la volonté ou la non-volonté de s'adapter et de muer. Et effectivement d'adapter des nouveaux modèles parce que c'est aujourd'hui une nécessité absolue. Mais est-ce que le secret d'Amazon, ce n'est pas simplement la possibilité de livrer à J+1 ? Oui, je pense que l'excellence du service a fait aujourd'hui la notoriété d'Amazon. Donc oui, je partage ça absolument, c'est indéniable. On n'a pas été capable en France de construire une chaîne logistique aussi efficace, aussi efficiente en tout cas. N'oubliez pas qu'Amazon a franchi le seuil de rentabilité il y a à peine 1 an ou 2. C'était des pertes abyssales, considérables, en centaines de millions de dollars, pardon, ce que ne se permettrait pas aujourd'hui une entreprise évidemment traditionnelle. Donc Henri, oui, aujourd'hui on choisit Amazon pour cette partie, désolé pour l'anglicisme, commodities, excellence du service. Dans le secteur en tout cas des produits culturels, ça fait sens. Recevoir son ouvrage à J+1, évidemment sans frais de livraison, c'est incroyable, mais à quel prix ? Encore une fois. Voilà. Moi je pense que Amazon a un avenir, il se lance aujourd'hui évidemment dans le foot, tout le monde le sait, dans 14 villes aux États-Unis. Ça reste très inquiétant, c'est une vraie menace pour les distributeurs, mais en même temps c'est une chance pour ces distributeurs de se réveiller enfin et de considérer cette menace, cette force extérieure, cette concurrence comme une opportunité. Ok. Alors il y a 2 ans, oui pardon Philippe. Oui, juste, il se trouve que ce mois de mai, on est au mois de juin, mais ce mois de mai 2013, c'est la première fois que dans la presse, on a dévoilé plus ou moins les résultats des acteurs d'Internet. On voit Pixmania qui est en train de fermer. On voit Amazon, dont 40% du chiffre est fait grâce à sa marketplace, parce qu'il ne gagne quasiment pas d'argent. On voit Cdiscount, je crois que c'est à peu près la même chose. On voit la FNAC, dont le site résiste grâce à sa marketplace. C'est-à-dire qu'on voit maintenant apparaître des résultats qui nous montre que le e-commerce, ce n'est pas la panacée. Acheter un livre qui vaut 2 € et se le faire livrer à la maison,
c'est une catastrophe économique pour celui qui l'envoie. Or, c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire que les deux systèmes fonctionnent, que ce soit le commerce traditionnel ou que ce soit le e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce, il y a beaucoup de chiffres qui ne sont pas exacts, qui ne sont pas donnés entièrement. Savez-vous, par exemple, que le chiffre de la FEVAD, Fédération de vente à distance en France, inclut le chiffre d'affaires de Voyage SNCF et que Voyage SNCF représente 50% du nombre du chiffre d'affaires des billets vendus en train en France. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas que la SNCF était un acteur du commerce français. Donc on est sur des chiffres qui nous sont, d'une manière abstraite, mensongers, qui poussent cette notion de e-commerce, alors qu'actuellement les acteurs de e-commerce ne se demandent pas comment vivre, mais comment survivre pour de très nombreux. Ce qui ne veut pas dire qu'à côté, il n'y en a pas qui gagnent de l'argent, comme vente privée, comme des modèles comme ça. Mais ils sont relativement rares finalement. D'accord. Emmanuel, tu avais une question, une réponse? Oui, je voulais dire, Amazon, ils sont à J+0 maintenant. Ils sont en train de tester la livraison le jour même. Donc effectivement, ça fait très très mal par rapport au commerce traditionnel. Vous êtes livré sous 2 heures, forcément, ça fait mal. Et encore une fois, il ne faut effectivement pas opposer IRL et URL, ce que je disais précédemment. On le voit bien, chacun a sa place et on est en train de définir qui fait quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde physique, qu'est-ce qu'on fait dans le monde numérique, on va dire. Et ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'on a une vraie rematérialisation du digital. Ça passe par un phénomène simple, l'impression 3D. On peut imprimer des organes, on peut imprimer des organes désormais. C'est pas la science-fiction, c'est une réalité. On peut imprimer des objets. Vous pouvez tout à fait imaginer qu'Amazon mette des imprimantes 3D dans ses centres de logistique et disent « Tu veux un marteau? Tu veux tel livre? Je te l'imprime tout de suite et tu l'as sous 2 heures. » C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que c'est cette façon de mettre le digital à la dimension relationnelle, parce que ça, les datas, ça ne peut pas se toucher, donc c'est pas palpable, c'est immatériel, mais voir aussi ce qu'il y a à faire au niveau matériel. Vous avez des objets physiques, vous allez pouvoir faire à partir de plans qui sont, eux, digitaux. Donc c'est ce vrai travail-là qu'il y a à faire, c'est de bien distinguer le bon grain de livret. Dans ce domaine, il y a eu, alors je vous le recommande, dans Libération d'avant-hier, un article extraordinaire d'un Américain qui s'appelle Douglas Rushkoff, qui est un penseur du web et qui a fait donc un excellent article sur la tyrannie du présent. Lisez-le. Je l'ai relayé sur le Scoop It du Cercle Marketing Direct, si vous n'avez pas le Libé sous la main. Il est remarquable. Et je voulais peut-être maintenant changer un peu de sujet, c'est qu'il y a 2 ans, donc, Pauline a coécrit un livre ou a co-dirigé un livre sur le thème du futur. Donc 2 ans après, quel est ton avis sur ce qui était dit dans ce livre et qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce que les auteurs avaient raison? Comme il y avait 60 contributions, je ne vais pas vous les repasser toutes en revue. Il y a quelque chose qui m'avait frappé. Grégory Pouy avait parlé des limites de la personnalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous naviguez sur des sites et que vous allez de site en site, on va vous pousser des contenus qui sont en lien avec vos précédentes visites. Ça crée quand même une petite problématique, c'est-à-dire que Emmanuel en parlait aussi dans un de ses livres, on n'apprendra jamais autant que dans les cercles qui vous sont les plus éloignés possibles. Donc, si on ne me pousse que des contenus qui me quelque chose qui me conviendrait ou dont je serais familière, je vais très vite appauvrir et mes recherches et mes connaissances et la découverte potentielle que je pourrais faire sur des ouvrages culturels, que sais-je. Donc, ça veut dire c'est l'inverse de la sérendipité? Voilà, exactement. Et du coup, on se retrouve avec un appauvrissement des contenus qui vous sont suggérés. Donc en fait, il faut avoir cette gymnastique permanente d'aller là où on n'a pas l'habitude d'aller pour se nourrir de choses qui sont vraiment intéressantes, quoi. Alors, maintenant, je voudrais revenir sur un autre sujet, c'est que, voyez, une chose où j'aimerais bien avoir une réponse de l'un d'entre vous, c'est que, est-ce que le e-commerce tire parti de ce qu'on appelle maintenant les neurosciences? Et en particulier, est-ce que ça a pu donner un certain nombre de progrès? Je crois que tu as abordé le problème, Bruno, dans ton livre. D'abord, en France, on ne peut pas faire d'essai d'IRM
sur c'est pas légal. Donc, comment tout ça peut-il être intégré dans le e-commerce, dans les stratégies de e-commerce? Henri, tu fais en fait allusion à ce qui s'appelle plus communément maintenant le neuromarketing. Oui. Et il y a deux tendances en neuromarketing. Donc c'est effectivement l'application des neurosciences au marketing. Il y a une application un peu, qu'on appelle un peu dure, hard en anglais, qui utilise l'imagerie par résonance magnétique. Donc ça peut faire un peu peur, c'est effectivement des gens que l'on passe dans un scanner, dont on va observer le comportement neuronal et cérébral. C'est interdit en France, il y a une loi qui effectivement ne permet pas d'utiliser à des fins privées et commerciales aujourd'hui l'IRM, voilà, tout simplement. En revanche, dans un certain nombre de pays... Tu penses qu'elle ne va pas être abrogée un certain temps? Pas dans l'immédiat, non. Je pense que le principe de précaution et le conservatisme du Conseil national d'éthique en France fait qu'à mon sens, ça n'évoluera pas à court terme. Donc l'IRM fait partie effectivement des techniques d'imagerie et donc de neurosciences qui sont utilisées pour mieux comprendre le comportement des consommateurs. On parle de techniques un peu plus soft, on parle effectivement de neuromarketing ou soft neuromarketing qui utilise l'électroencéphalographie ou d'autres techniques comme effectivement les cartes de chaleur, light tracking, etc. Donc aujourd'hui, oui, il y a des développements en matière de neuromarketing en France, un peu partout en Europe et aux États-Unis. Des grandes sociétés y ont recours, donc à la fois pour le commerce électronique, mais pour les campagnes publicitaires notamment. Bon, pour les citer, on peut en citer quelques-unes. McDonald's, par exemple, utilise effectivement le neuromarketing pour savoir si, on va dire, des odeurs ou des parfums sont de nature à influencer positivement le comportement de leurs consommateurs. Des gens comme Sony utilisent également le neuromarketing pour mieux comprendre et anticiper le comportement des consommateurs. Donc oui, sur le commerce électronique, de la même manière qu'en marketing en général, le neuromarketing permet en tout cas de dépasser, si vous voulez, les limites du marketing traditionnel qui est plutôt fondé sur, en règle générale, des focus group, des analyses fondées elles-mêmes sur du déclaratif. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les consommateurs souvent ne disent pas vraiment la vérité ou ne disent pas complètement ce qu'ils pensent sur un produit et un service, ce qui malheureusement se traduit par tous les flops commerciaux de produits que vous pouvez connaître, tous les flops publicitaires qu'on peut rencontrer. On sait que malheureusement, quasiment un produit sur deux sorti d'usine n'aura pas une commercialisation, on va dire, réussie. Donc oui, le neuromarketing est précieux de ce point de vue, mais reste encore un petit peu tabou, en tout cas en France. Ok, bon, passons à un autre sujet, c'est les startups de e-commerce. Est-ce que la question que je voudrais poser, alors non pas à quelqu'un qui est sur la tribune, mais qui est dans la salle, qui est Guy Jacmel, qui a fait un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « La malédiction des startups ». Alors, est-ce que les startups de e-commerce vont aussi être victimes de cette malédiction? Oui, bonjour. Enfin, sur la malédiction des startups, en fait, c'est le thème, c'est qu'on s'aperçoit donc au travers d'exemples assez connus, donc comme Apple, Microsoft, Facebook et Twitter, que ces entreprises finalement sont nées du rêve de deux adolescents, puisque ces entreprises ont été créées très très tôt. Et ce qui était important, c'était l'énergie et le rêve que ces personnes avaient pour créer leur start-up. Alors sur le e-commerce, je n'ai pas d'exemple en tête de duo magique qui se soit créé. Mais c'est vrai que ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur la durée, c'est très très important de garder, de préserver cette amitié. Moi, j'ai trouvé deux exemples, là aussi américains, c'est Google. Google qui a réussi, lui, à sauver cette amitié entre les deux créateurs qui étaient Larry Page et Serge Brin, parce qu'ils ont eu l'intelligence de prendre une nounou qui était Eric Schmidt, qui était l'ancien PDG de Sun Microsystems. Et puis l'autre exemple qui a été évoqué, je crois, tout à l'heure aussi, c'est Instagram. Mais eux, parce qu'ils sont allés très très vite, et ils ont réussi à vendre leur start-up 500 jours après l'avoir créé, plus d'1 milliard à Facebook. Donc pour répondre à ta question, je n'ai pas d'exemple sur le e-commerce, mais c'est vrai que quand on crée une start-up à deux, la difficulté, c'est de réussir à gérer dans la durée et de garder la même énergie qu'au premier jour. Il se trouve que j'ai rencontré hier, et je les ai interviewés, deux jeunes qui sont encore à l'école. L'un est plutôt informaticien, l'autre plutôt marketeur. Et ils viennent de lancer un site marchand qui s'appelle Espace Plaisir, qui est un site de lingerie et de sextoys. J'ai trouvé leur site extrêmement bien fait, très intelligent, très marketé. Et je pense qu'eux, s'ils ne se fâchent pas, bon, ils auront un grand avenir, on en entendra parler. Est-ce que
sur le futur, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la transformation digitale. Il y a un article qui est sorti il y a quelques jours dans les Échos, coécrit par Gilles Babinet et j'ai oublié la deuxième personne, qui parlait de la maturité des entreprises du CAC 40 et du digital. Ce qu'on observe, nous, parce qu'on est sollicité par des acteurs du CAC 40 justement pour les accompagner dans cette transformation digitale, ce qu'on observe, c'est que il ne faut pas croire qu'ils ne se posent pas de questions, ça c'est complètement faux. En revanche, leurs organisations sont tellement énormes et les enjeux le sont tout autant. Et donc une transformation dans des entreprises de cette taille, ça ne peut pas se faire en un jour. C'est incarné par le PDG, ça va faire bouger les lignes de la stratégie de l'entreprise, ça va faire bouger l'organisation, ça va faire bouger les personnes, la culture de l'entreprise. Si je prends Michelin qui pense à vendre effectivement ses pneus sur des sites e-commerce, la transformation, elle va aller quand même un peu plus loin. Et puis, ça va toucher également toute la technologie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, on fonctionnait en silo avec des systèmes qui n'étaient pas interconnectés. Les données des clients sont dans un système et puis les autres n'y accèdent pas. Voilà, la transformation digitale, elle va agir sur tous ces piliers. Donc, tu en as cité, tu disais qu'il y en avait 7, mais c'est vrai qu'il y en a quand même 4 principaux qui sont voilà, la stratégie de l'entreprise portée par le PDG, qui doit incarner une vision autour du digital, la technologie qui doit servir le digital, les personnes qui doivent incarner des fonctions et qui doivent être crédibles dans des fonctions digitales. Et le dernier point, c'est, j'en oublie un, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit stratégie, technologie, organisation et les personnes et la culture de l'entreprise. Peut-être avant de passer la parole à Hervé, je voudrais que Brice nous parle un petit peu d'innovation, parce que c'est quand même ton champ d'expertise. Quelles innovations tu vois émerger dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent peut-être même? Je ne vais pas forcément donner des exemples très concrets, mais je voulais juste lancer une espèce de plaidoyer. Parce qu'on a beaucoup parlé de prix quand même. Hein. Le e-commerce, c'est moins cher, etc. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de sites de e-commerce qui tendent à apporter plus de valeur ajoutée et qui soient plus chers que ce qu'on observe dans la vraie vie. Autrement dit, derrière une innovation, de mon point de vue, il y a des emplois, il y a des marges, il y a des investissements. La tyrannie que tu évoquais tout à l'heure à propos de l'article qui paraît dans Libération, moi j'appelle ça la tyrannie du prix aussi. C'est-à-dire que si toutes les entreprises se mettent à être guidées par un prix toujours de plus en plus bas, ça ne marchera pas forcément systématiquement et ça sera la fin des haricots, c'est-à-dire la fin des innovations, il n'y aura plus de moyens pour les financer, la fin des emplois, parce qu'on n'aura plus de moyens pour recruter du monde. Et donc, pour revenir à ta question, ce qu'on, chez Tiltadies, on est en train de faire depuis 2 ans, c'est repérer systématiquement des innovations, appelons ça sociétales ou sociales, qui vont à contre-courant de la baisse de prix. Autrement dit, on a besoin, partout dans le monde, même en Chine, même dans des pays émergents, d'innovations qui vont à contre-courant, c'est-à-dire qui apportent plus de valeur justifiée. Alors, la valeur justifiée, c'est simplement une valeur, ou un produit ou un service qui a un prix dont la valeur est justifiée. Ça a l'air tout bête, hein. Nous, on n'aime pas trop la notion de valeur ajoutée parce que ça veut dire rajouter des couches à un millefeuille qui devient indigeste. La valeur justifiée, ça vise simplement à se poser la question systématiquement, qu'est-ce que j'apporte, enfin c'est du basique, qu'est-ce que j'apporte de différent à mon marché, de façon à faire oublier le prix. Et je m'arrêterai en disant à tout le monde que le prix, et c'est tout à fait contestable, mais c'est ma conviction intime, le prix est un critère d'achat par défaut. C'est lorsqu'une entreprise, une marque n'a plus rien à raconter qu'elle se base sur le prix. Donc ça veut dire, ça rejoint un peu ce que Pauline a dit il y a 2 secondes, qu'il faut relancer les entreprises, les marques, que ce soit des start-up, des grosses multinationales, à l'assaut des marchés et des consommateurs, à nouveau en réexpliquant quel est le sens de ma vision, quelle est la simplification de l'offre, en quoi est-ce que mes services relationnels sont différents de la concurrence, etc. Si je traduis en d'autres mots ce que tu viens de dire, Leclerc n'a rien à raconter. Leclerc, puisqu'il se base sur les prix. Non, non, au contraire. Il a une magnifique vision, d'ailleurs, qui est quasiment unique au monde. Hein.
Il n'y a aucun autre distributeur a une vision consommateur aussi forte et qui en plus, année après année, n'est pas dézingué par l'évolution des marchés, des concurrents. C'est la défense du consommateur. La défense du consommateur. C'est pas un peu limite, ça, quand même? Puisque par rapport à ce que tu dis, c'est la fin des emplois, la fin de l'innovation. Non. Alors... Le prix chez Leclerc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Leclerc est un mouvement. C'est un mouvement. Bon, ça a l'air tout bête, là aussi, c'est la sémantique. Mais défense du consommateur, le prix n'est qu'un argument parmi d'autres. Oh, mais c'est quand même le principal qu'on voit dans la presse. Non, il y a le choix, il y a le, oh là là, il y a le rôle. Non, sans blague, il y a le rôle d'acteur social. Derrière un adhérent dirigeant un magasin Leclerc, il y a un acteur social qui va remplacer le notaire demain. Enfin, je caricature, donc je fais court. Voilà. D'accord. Peut-être. Attends, Hervé d'abord avait une intervention. Une petite intervention. Au sujet de la transformation digitale, moi j'aimerais faire le parallèle avec la malédiction des startups. La transformation digitale, c'est la malédiction des grands groupes. Et que les grands groupes qui ne font pas cette transformation digitale, sur le long terme, ils vont voir apparaître des compétiteurs qui, eux, auront vécu cette transformation digitale dans leur ADN et qui vont les bouffer. Et pourquoi les grands groupes ne font pas cette transformation? Pour une raison très simple, c'est qu'un grand groupe, il a installé, il a ses marchés, il a ses produits, ça marche bien, gagne de l'argent. Quand il gagne de l'argent, il fait deux choses. Il redistribue des dividendes, et s'il y a un gros actionnaire derrière, par exemple l'État parfois, il va demander encore plus de dividendes. Je ne citerai pas le nom de ces boîtes où l'État est actionnaire, mais il y en a quelques-unes cette année où effectivement on va faire jouer le levier. Et puis il redistribue de très hauts salaires, et donc ça crée toutes des mécaniques nauséabondes et néfastes en entreprise, où finalement on ne se bat pas pour que l'entreprise progresse sur ses marchés, se transforme, mais pour atteindre le meilleur poste. La différence avec une start-up, c'est que dans une start-up, toute l'énergie, tous les revenus sont réinvestis dans la recherche permanente des moyens, des outils qui vont assurer cette réussite. Alors il y a une stratégie finalement qui peut être intéressante, c'est qu'un grand groupe, au lieu de se redistribuer des salaires et des dividendes élevés, devrait consacrer toute son énergie à racheter des concurrents jeunes, par exemple un Facebook qui rachète un Instagram, par exemple un SAP qui à l'époque rachetait, j'ai oublié le nom de cette boîte, la boîte qu'avait créée Shai Agassi, et qui s'est trouvé être finalement le fer de bataille, le fer de lance de SAP. Donc au lieu de redistribuer l'argent qu'on produit, le réinvestir. Et pour cela, il y aurait une chose à faire, c'est supprimer le crédit d'impôt recherche aux entreprises de plus de 200 salariés. Parce qu'à partir du moment où on suppose que l'innovation et la recherche doivent être financées par l'État, eh bien on rentre dans un système pervers où finalement un groupe qui fait de l'argent redistribue cet argent en dividendes ou en haut salaire, mais va demander à l'État une contribution pour l'innovation. On marche sur la tête. C'est scandaleux. Oui, Bruno, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais réagir au propos de Brice sur le prix. Non, malheureusement, le prix, c'est une donnée extrêmement sensible, l'image prix en distribution. Et c'est ce qui explique que, justement, Leclerc est passé pour la première fois, et c'est historique, devant Carrefour en part de marché. Donc le prix, c'est une donnée extrêmement sensible. Et là, pour le coup, les neurosciences nous le prouvent également, parce qu'en fait, les chercheurs ont mis en évidence que la perception d'un prix trop élevé ou la perception d'un prix qui n'était pas convenable sur des échantillons en centaines de personnes, j'entends, testés, activait une zone particulière du cerveau qu'on appelle l'insula et qui est en fait assimilée aussi à la zone de la douleur. Et lorsqu'on met, tu me posais la question Henri, de faire le lien entre les neurosciences et le commerce électronique. Lorsqu'on met les gens en situation, c'est des études aux États-Unis dont je parle, auxquelles je me réfère, sous IRM, j'y ai assisté. Donc quand on met les gens en situation sous IRM, pour voir si effectivement ils sont enclins par exemple à acheter un produit, si le produit est trop cher, je vous assure que c'est toujours et uniquement la même zone qui est activée du cerveau, ils ne déclenchent pas l'achat et ils activent cette zone dite de l'insula. Donc non, malheureusement le prix, et pourtant je ne suis pas favorable, Henri le sait, à une vision du marketing mix, mais le prix est déterminant. J'aurais vraiment voulu vous dire le contraire, mais c'est pas pensable aujourd'hui, c'est prouvé même scientifiquement. Emmanuel a quelque chose à dire peut-être après. Enfin un débat. Non, je vais juste. On passera le micro dans la salle. Non, je vais juste. Non, j'ai pas dit que c'était pas un critère important. J'ai juste dit que c'était un critère par défaut. C'est-à-dire que quand vous n'avez rien d'autre à raconter, le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se raccroche au prix. Donc la zone du cerveau qui est activée, effectivement, à ce moment-là, elle se réveille. Mais on peut compenser. Il y a des, je ne vais pas détailler, mais il y a de plus en plus, voilà,
Apple, enfin le patron du design d'Apple qui s'appelle Ive, donc voilà, Ive, qui est à l'origine de tous les gros succès de Apple, le dit très bien en disant nous on agit sur le caractère émotionnel. On a deux cerveaux, donc ils agissent sur le cerveau émotionnel et pas sur le cerveau rationnel. Ce qui explique que tous les produits Apple sont des cash machines largement plus chers. Donc je ne dis pas que Apple, encore une fois, est un cas d'école, mais je dis juste, soyez méfiants, le critère et le prix est un critère d'achat par défaut quand on n'a rien d'autre à raconter. D'accord. Emmanuel? Oui, pour parler d'innovation, je vais citer Schumpeter, qui est pas jeune, ceux qui connaissent la destruction créative. Et il disait, le nouveau né à côté de l'ancien se développe jusqu'à ruiner l'ancien. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que le nouveau ne vient pas de vieilles recettes. Il y a des fondements communs, mais ça ne vient pas de vieilles recettes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de hacker, de faire du hacking de ces grandes structures. Et souvent, ces structures soit créent des filiales à côté, soit rachètent des petites boîtes pour pouvoir infuser cette culture digitale et de changement dans la grande structure. Je vais vous donner un concept, c'est le Lean Startup. C'est assez intéressant, c'est l'application scientifique d'un concept de développement de produits qu'on peut appliquer en startup ou dans des grosses boîtes. Donc le Lean Startup, c'est quoi? Ça vient du Lean Management. C'est-à-dire que vous allez développer le produit avec vos potentiels clients tout de suite, pas en faisant des panels ou des études, mais en confrontant tout de suite le produit aux clients. Pourquoi? Parce que vos produits, dès que les clients vont voir, bizarrement, ils vont vous dire « Ah ben c'est pas ça qu'on voulait ». Faut être bien conscient de ça, c'est que la majorité des produits ne résistent pas au premier contact avec les clients. Donc autant gagner du temps et de l'argent en développant ce que les gens veulent vraiment. Je vais vous donner un exemple, c'est très digital, mais c'est complètement applicable dans d'autres domaines, c'est Dropbox. Dropbox, qui est un système de partage de fichiers, pour faire simple, sur Internet. Avant de lancer leurs produits, ils ont fait une vidéo. Ils ont dit aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens ont dit, ah ouais, ça en aime bien, ça en aime pas. Et ils ont développé leurs produits avec les clients. Deuxième exemple, la montre Pebble. La montre Pebble, c'est une montre connectée. Donc c'est une montre sur laquelle vous allez récupérer vos mails, par exemple, et autres, etc. À la base, ça a été lancé sur un site qui s'appelle Kickstarter, où les gens peuvent financer l'innovation des autres. Donc il y a des fondateurs qui avaient une idée et qui ont fait financer leur idée sur Kickstarter. Et en quelques jours, ils ont rassemblé 12 millions d'euros. Ça peut paraître encore une exception, mais qui l'eût cru déjà? Un produit qui n'existe pas a levé 12 millions. Bon, après, ils ont mis un peu de temps pour le développer parce qu'à chaque fois, les gens avaient des nouveaux retours. Nouveaux retours. Donc ça a décalé à chaque fois le lancement. Et dernier petit commentaire, on a le myopisme des grosses boîtes, toujours. C'est-à-dire qu'on a du mal à ouvrir nos horizons. C'est-à-dire que là, c'est géographique. L'innovation vient aussi de plein d'autres pays que l'Europe. Quand on va à Singapour ou autre, on est en train de voir que des clones de sociétés européennes ou américaines sont en train de racheter leurs sources d'inspiration. C'est-à-dire que l'innovation vient aussi de ces autres pays, et on a vu ces Jugla, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez un livre indien qui est sorti sur l'innovation à l'indienne. Voilà. Je garde. Voilà. Je vous le fais en phonétique. Voilà. C'est tout à fait intéressant. L'innovation vient aussi d'ailleurs. Il faut vraiment regarder et ouvrir ses écoutilles. Et Philippe, vite fait. Oui, vite fait, par rapport à ce que disait notamment Emmanuel, il y a un phénomène qui est très intéressant si on décline le modèle collaboratif au niveau de l'innovation. C'est ce qu'on appelle l'innovation open innovation ou innovation participative. Et je pense qu'il est quand même assez incroyable de voir en France le retard, mais incroyable, je souligne de 3 traits, dans ce domaine. Il y a des expériences extrêmement intéressantes aux États-Unis. Ça consiste en 2 mots à associer son écosystème et ses clients donc dans un processus d'innovation. Bien sûr, le client ne va pas envoyer l'innovation, il va envoyer une idée qui participe au processus d'innovation. Il y a des cas assez célèbres comme par exemple Starbucks, que je vous invite à aller voir, qui a permis de déboucher sur des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, ils avaient une carte de fidélité, ça paraît très bête aujourd'hui. Quand elle a été finie, elle allait à la poubelle. Et il y a quelqu'un qui a dit « je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas la recharger aujourd'hui, on est à l'époque du développement durable ». Voilà. Okay. Est-ce qu'il y aura des questions dans la salle? Pas de questions? Justement, par rapport au Lean Startup, donc c'est quelque chose qui se fait pas mal dans les startups, dans les petites boîtes, sur des projets à périmètre assez réduit. Mais on voit qu'il faut arriver à investir des gens de différents métiers sur un même projet. Donc à appliquer dans une grosse entreprise, ça me paraît quand même assez compliqué aujourd'hui.
Donc ma question c'était est-ce que ce concept de Lean Startup peut être adapté ou est-ce qu'il faut que l'entreprise s'adapte en fait à quelque chose de très transverse où tous les métiers collaborent? Je réponds vite et puis je vous passerai la parole après. En gros, c'est un état d'esprit. Vous avez des gens qui sont Lean Startup dans l'esprit et qui ne sont pas forcément dans des petites boîtes, qui sont dans des grosses boîtes, dans des services. Mais on ne les laisse pas forcément s'exprimer. Pour que ça marche, une startup, il faut à la fois un point d'ancrage, j'ai envie de dire une filiale, un service, un lab, que sais-je, et puis après des relais, des agents de confiance qui soient intégrés dans la structure. Parce que la conduite du changement, ça ne s'impose pas. On parlait du cerveau, et dès que le problème, c'est plus la matière tendre que la matière dure, j'ai envie de dire. La matière tendre, c'est quoi? C'est les hommes. La matière dure, c'est l'organisation, les process, etc. La matière dure, ça change, mais pour que ça change, il faut que les hommes changent aussi. Et c'est eux qui font la chose. Donc souvent, c'est créer une filiale à côté et puis hacker la structure. J'étais dans plusieurs sociétés, des grosses boîtes avec 800 000 personnes, même plus, où on avait une filiale et ensuite on avait des agents de confiance, des agents relais au sein des autres services pour faire bouger les choses. Mais il y a un endroit où on doit être hyper agile et il y a d'autres endroits où on sait que ça va prendre plus de temps mais ça va potentiellement avoir plus d'impact. Donc c'est tout le travail qu'il y a à faire sur la structure. Et donc en fait, bon, moi je ne vais pas parler de Lean Startup, mais d'agilité au sens large, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Pour l'avoir expérimenté dans notre entreprise, on l'a déployé à l'échelle d'une organisation mondiale, à plusieurs reprises et pour plusieurs groupes. C'est comme la transformation digitale, à partir du moment où c'est une vision qui est portée par le management et que c'est une demande du management que les équipes soient formées à ce type de méthodologie de développement ou de marketing, etc., il suffit de mettre les process en place, les outils, les équipes, et après l'organisation, elle suit. Donc oui, c'est possible. C'est plus lourd, c'est plus long, il faut plus de monde pour le faire, mais bien, et ensuite, les gens deviennent autonomes et le font naturellement au sein de leurs propres organisations. Tu peux citer le nom d'entreprise? On l'a fait pour Alcatel-Lucent, Schneider, on l'a fait chez Michelin, voilà. Et les autres, à la Société Générale, donc c'est pas des petites boîtes non plus. D'accord. Est-ce que les zèbres sont dans le même état d'esprit? Moi, je sais, oui, tout à fait, mais j'ai du mal quand même à répondre à ta question. Moi, je voudrais quand même revenir là, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu permets, qui est de dire qu'il va falloir quand même que les dirigeants d'entreprise se plongent un peu les neurones dans les technologies. Je ne suis pas un fondu de technologie, peut-être autant que vous le pensez, mais je veux dire, aujourd'hui, vous avez des potentiels de désintermédiation absolument considérables dans toutes les technologies qui sont en train de se mettre en place. Donc faire des raisonnements stratégiques sans comprendre ce qui se passe, à mon avis, ça serait une erreur. Je vous donne juste un exemple. La plupart des brevets, vous avez tous entendu parler du sans contact. Le sans contact est un usage qui, on l'aime ou on l'aime pas, a toutes les chances quand même de se répandre. La plupart des brevets ont été déposés par des sociétés européennes et japonaises. Et tout a été capté aujourd'hui par des entreprises américaines du semi-conducteur qui sont les partenaires de Google ou d'Apple aujourd'hui. Et s'ils le font, ils ne le font pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Ils le font parce qu'ils sentent qu'avec des technologies comme ça, ils vont un potentiel de désintermédiation considérable dans tous les business models qui existent. Voilà. Excuse-moi, je n'ai pas répondu directement, mais je suis revenu sur cet aspect-là. Parce que moi, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises qui s'appuient sur leur DSI pour traiter les problèmes technologiques et informatiques, alors qu'il ferait bien quand même de rentrer dans la compréhension de ces sujets-là. Oui, tout il y a à un fait. sujet, nous on a accompagné Danone qui a créé il y a 2 mois un département digital. Ça permet de répondre aussi à votre question, mademoiselle. Et eux, plutôt que d'autres, se sont dit on va le faire à l'intérieur de l'entreprise. Ils s'étaient posé la question de est-ce qu'il faut créer une start-up à l'extérieur parce que ça sera plus simple, plus facile, plus rapide. Ils ont opté pour on va le faire avec des gens de l'interne, ça sera une structure interne. La seule petite difficulté, c'est que l'ensemble des 20 personnes qui y participent, donc c'est un mode projet, font ça en plus de leur job actuel. Et le truc intéressant, c'est que la première réunion de lancement, il n'y avait pas de DSI, volontairement. Parce qu'ils craignaient que le DSI fasse plomber un peu les débats. Voilà, je n'en dis pas plus. Il y a une vision qu'on partage et qu'on pousse au sein de ma structure, c'est-à-dire que le marketing et le digital et la techno, ils sont tous reliés les uns aux autres. Et que à terme, n'en déplaise au DSI,
le pouvoir n'est plus chez les DSI, le pouvoir est chez les directeurs marketing. Et donc, tous les budgets techniques, techno, c'est fini. Maintenant, le budget annuel d'un DSI, il est acté. C'est-à-dire que voilà, vous allez avoir votre ERP, votre système de gestion financière, votre SIRH, etc. Mais tous les nouveaux budgets qui vont arriver sont des budgets éminemment marketing et technologiques. Et donc, on va avoir une fusion de ces deux fonctions, c'est-à-dire qu'on va avoir un DSI, directeur marketing. Et donc, soit les DSI d'aujourd'hui en prennent conscience et se transforment et s'ouvrent au métier, ce qui n'est pas du tout dans leur culture. C'est-à-dire que les métiers, c'est quand même pas quelque chose qu'ils appréhendent facilement. Soit les directeurs marketing prendront leur place et iront très très vite. Et je suis pas inquiète là-dessus. La technologie, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre, quoi. Comprendre le marketing, je pense que c'est plus compliqué. Mais bon, c'est une vision personnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on va peut-être s'arrêter. Vous avez des choses à ajouter? Merci. Merci à tous. Bon appétit.